Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire d'Hiver Droite de Béziers. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Michel Barnier a donc présenté son gouvernement hier soir. Ça vient d'être dit dans les informations. Accouchement dans la douleur de cette équipe gouvernementale avec des noms qui ont été biffés à la dernière minute par le président de la République. Une équipe qui ne reflète pas le vote des Français en juin et en juillet dernier, selon les premières critiques des oppositions. Nous attendons, Robert Ménard, bien sûr, vos commentaires et peut-être vos directives pour ce nouveau gouvernement, alors que le budget approche et que le nouveau ministre de l'économie, dans le journal du dimanche ce matin, n'exclut pas des hausses d'impôts. Votre regard également sur l'actualité marquée encore en cette rentrée par les violences et l'obstruction aux forces de l'ordre, votre point de vue sur l'Europe et sur le Proche-Orient. Pour vous interroger avec moi ce matin, Clémence Lemestre du journal Les Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Après un peu plus de 2 mois d'attente, donc les Français peuvent enfin compter sur un gouvernement. 19 ministres, 15 ministres délégués, 5 secrétaires d'État. Gouvernement mené par Michel Barnier, ancien ministre, ancien député, ancien sénateur, ancien commissaire européen. Un homme dont vous disiez il y a quelques jours qui vous réjouissait du fait qu'il était de droite. Son équipe a été dévoilée. J'aimerais d'abord, sur cette vaste équipe de 39 ministres, vous entendre sur ce que certains estiment déjà être une antinomie, le couple Retailleau-Migaud. Bruno Retailleau à l'intérieur, Didier Migaud à la justice. Est-ce que c'est la quintessence du « en même temps » destructeur ? Je sais pas honnêtement, d'abord parce que je connais un peu Retailleau, mais je connais pas Migaud. Il a été socialiste, mais enfin ça fait un paquet d'années. Quand même, attendez, on a échappé au pire quand même. Je vous rappelle qu'on a failli se payer un gouvernement dirigé par quelqu'un qui pensait qu'il fallait augmenter les impôts, le SMIC, que sais-je encore. Vous parlez de Lucie Castel. Ah oui, enfin attendez, c'était le programme de la France Insoumise. Rien que pour ça, moi je suis content. Ce gouvernement, on n'a jamais eu un gouvernement aussi à droite depuis 12 ans quand même. Moi, je ne vais pas m'en plaindre. Alors, si vous me dites, il va y avoir des difficultés, parce qu'évidemment, sur cette question-là, si le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ils ne sont pas sur la même ligne, mais encore, attendez, moi, je ne vais plus faire de procès comme ça. Moi, le ministre de la Justice, je lui demande une seule chose. Vous savez ce que je lui demande comme maire ? Qu'il construise ces places de prison dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas besoin de faire un débat de 2 heures sur est-ce que les juges sont laxistes ou pas. D'abord, il y a plein de juges qui ne le sont pas, il y en a qui le sont et tout. Moi, les juges que je connais chez moi, le seul problème, vous savez ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, mais je le mets où en prison, mais oui. le type ? Mais Didier Migaud, si tant est qu'il est encore sous le dogme de Terra Nova, ouais. Vous imaginez bien qu'il ne va pas construire des places de prison. Mais on va voir. Mais moi, je ne fais pas de procès d'intention. Moi non plus, je pose la question. Mais je sais bien que vous me posez la question. Moi, je ne leur fais pas de procès d'intention. On a échappé au pire. Attendez, il y a un Premier ministre qui est de droite. Le ministre qui m'intéresse, un des ministères qui me semble le plus important, c'est celui de l'Intérieur. Parce qu'il gère 2 questions qui sont essentielles pour le maire que je suis. La sécurité et l'immigration. C'est pas tout à fait rien. On pouvait difficilement avoir plus à droite. Oui, il y a le Rassemblement national. Mais dans la droite classique, c'est quand même un type qui a de vraies convictions qu'on peut respecter. Alors, on ne peut pas les aimer. Oui, la gauche a raison d'être déçue. Oui, la gauche a raison de protester. Oui, la gauche a raison de faire la gueule. Ce matin, ils ont pris une gifle. Alors, revenons sur Bruno Retailleau un instant. Certains le présentent comme le Premier ministre bis, comme le véritable pilier politique de ce gouvernement. Est-ce aussi votre avis ? Écoutez, c'est le seul qu'on connaît vraiment. Attendez, pas moi d'ailleurs y compris. Il y a la moitié, je ne sais même pas qui c'est, alors donc je ne vais pas en parler. C'est quand même un type qui pèse. Il est quand même le patron. Il était, le patron au Sénat du groupe le plus important des LR. C'est un type qui a de vraies convictions sur les choses qui me tiennent à cœur, mais qui tiennent à cœur à plein de gens. Sur la sécurité, vous ne pouvez pas le prendre en défaut. Il a fait des propositions. Sur l'immigration, il dit des choses raisonnables, faisables. Moi, ce que je reproche, par exemple, au Rassemblement national, sur ces questions-là, c'est qu'ils font un bon diagnostic, mais les propositions sont sans queue ni tête. Tu arriveras, personne ne le fera. Et donc, moi, sur ce terrain-là, je trouve que Retailleau, c'est une bonne chose. Et puis, c'est une bonne chose, mais quel sera son poids dans une équipe gouvernementale qui est très marquée par les anciens macronistes, par les députés. Mais qui est le Premier ministre ? Il est de quel parti, le Premier ministre ?
Attendez, on essaye de Vous savez se que Bruno rappeler. Retailleau avait dit il y a quelque temps « Je ne suis pas Macron compatible ». Il se retrouve quand même avec un président de la République qui est Emmanuel Macron. Et ils ont raison d'avoir changé là-dessus. Vous ne pouvez pas, à longueur de temps, expliquer que ce pays a des problèmes. On ne va pas faire la liste des problèmes. Que ce pays est en difficulté. Que les Français sont, pour le moins, pour un certain nombre, inquiets. Et puis dire, et puis mince, qui se démerde, j'y mets pas le petit doigt. Moi, je pense qu'ils ont eu raison, je parle des LR, puisque c'est les Républicains que vous parlez, d'arrêter avec cette position qui consistait à dire je me tiens à distance, un peu comme les autres à gauche. Non, tu mets les mains dans le cambouis. Ils vont pas faire de révolution. Ils vont pas faire de grandes réformes. D'abord parce que personne n'en a les moyens politiques. Comment ? Déjà, il faut qu'ils tiennent. Attendez, et puis peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer. Si, je ne sais pas, sur les questions de sécurité, ils donnent aux polices municipales un peu plus de moyens. Pardon, c'est pas parce que je suis maire que je dis ça. C'est parce que ça assurera un peu plus de sécurité à mes concitoyens. Clémence, petites choses, c'est pas rien. Vous pensez justement, on critique beaucoup que les équilibres politiques ne sont pas respectés, que vous pensez que ce gouvernement il va pouvoir tenir ? Ah mais j'en sais rien, vous le savez, s'il va tenir ou pas, personne ne le sait. C'est déjà miraculeux qu'il ait réussi à le faire. Honnêtement, ça a pris un peu de temps. Moi, je le souhaite. Je souhaite que ce gouvernement prenne un certain nombre de mesures immédiates qui sont importantes. Et puis attendez, juste, il est pas stupide, notre Premier ministre. Moi, j'ai rien pour lui ni contre lui. C'est quelqu'un que j'ai, mettons, jamais interviewé comme journaliste ou que je n'ai jamais croisé comme responsable politique. Mais enfin, sur l'Europe, le ministre, il dépend de lui. Sur les dom-toms, ce qui n'est pas tout à fait rien en ce moment, il dépend de lui. Et mieux, sur le budget, il ne l'a pas collé au ministre de l'économie et des finances, mais il l'a collé directement au Premier ministre. Ça veut dire qu'il a eu au moins l'intelligence. Vous ajoutez ces trois questions, plus l'immigration, plus la sécurité, ces deux élus de droite, comme moi je les aime, de droite, qui seront les patrons de tout ça. Ce matin, vous êtes satisfait du coup ? Mais j'aurais préféré un gouvernement plus à droite, bien sûr. Je trouve que la part des macronistes... La première copie de Michel Barnier qui a été jetée en pâture par le président de la République, d'après les informations qu'on a. J'aurais préféré qu'il y ait moins de macronistes, si c'est exactement votre question. Parce que je crois que les Français ont envie de plus de changement que ça. Parce que les macronistes peuvent intervenir en disant nous, on ne suit pas cette politique de droite que vous essayez de faire. Non. Parce que je pense qu'il y a la politique, c'est aussi de l'image. Et c'est pas nul l'image en politique. Ouais. Et qu'en politique, il faut donner, après ce qui vient de se passer, des signes de changement. Aujourd'hui, comme la marge de manœuvre sur le fond, elle est plutôt étriquée, je trouvais que si on avait eu moins de gens qu'on a trop vus dans un ou à l'Assemblée, des macronistes, on s'en serait mieux passé. Mais en même temps, attendez, on se serait mieux porté. Mais en même temps, moi, la politique, c'est l'art du compromis. Est-ce que vous diriez que les ministres LR, dans ce présent gouvernement, ont la responsabilité inavouée, indirecte, de représenter les électeurs du RN ? Cette sensibilité-là, oui, un peu. Donc ils sont les porte-parole indirects des 11 millions d'électeurs du RN. Ne croyez pas que je vais répondre à ça, oui, bien sûr que non, c'est pas ça. Mais j'espère qu'ils sont assez intelligents, les uns et les autres, pour se dire que la France... Attendez, la France, électoralement, c'est une chose, mais sociologiquement, et tout, elle est à droite. Jamais les gens ont été aussi à droite qu'en ce moment. Or, vous pouvez ne pas aimer, enfin vous, je suppose que ça vous fait plaisir, mais il y a plein de gens que ça défrise. Mais j'espère qu'ils incarnent cette sensibilité-là. Mais vous avez vu, depuis 24 heures, qu'est-ce que je dis, depuis hier, tout le monde allait à la loupe, vous savez. Oh, celui-là, il a été... Ah, celui-là, il a été à ce moment... Au profil, c'est normal. Non, mais ça, je suis d'accord. Il a été sur la manif pour tous. Mais nom de Dieu. Là, vous passez par là de Mme Garnier, qui devait être à la famille et qui a finalement hérité du ministère de la Consommation. Parce que Hessler, il est plus à gauche qu'elle. Parce que Retailleau, il est plus à gauche qu'elle. Bien sûr que non, ils ont en commun ça. Mais c'est pas une honte d'avoir manifesté. Est-ce qu'il n'y a pas eu un côté un peu de traque aux conservateurs depuis 72 heures environ? Si quelqu'un, dans les 15 dernières années, a pris une position qui déplaît à la gauche morale, à jamais banni. C'est ce que je vous dis. Il y a une espèce de procès. On va examiner le CV pour voir si le type, sur une question ou la dame, sur une question de société, il n'avait pas été un peu trop à droite. Mais oui, ils ont été à droite et je suis fier qu'ils soient comme ça et je suis content qu'ils soient ministres.
Et je boude pas ça quand j'entends un certain nombre de mes copains, plus à ma droite, trouver « Ah non, quand même, c'est pas ça et tout ». Encore une fois, c'est quand même ce qu'on pouvait aujourd'hui espérer de mieux. Mais justement, espérer de mieux. Vous parliez, Robert Ménard, du RN. Jordan Bardella dit « Ce nouveau gouvernement signe le retour du macronisme par une porte dérobée. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir. » On a dit que le RN surveillait. Là, ça commence mal. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? Je vous le demande. Attendez, moi j'ai dit pendant les 70 jours là où ça s'est passé, moi j'aurais aimé qu'il y ait des ministres du RN. Le problème, c'est que tu as la droite classique de gouvernement, qui ne veut pas en entendre parler, mais le problème, c'est que le RN lui-même ne veut pas en entendre parler. Ils l'ont dit tout de suite. Et oui, mais ça, c'est pas possible de dire, monsieur, des choses comme ça. Tu vis où pour dire ça? Tu vis sur quelle planète? T'écris des bouquins, t'es prof de fac, ou tu es sur le terrain à discuter avec les gens? Les gens, ils en ont rien à foutre. D'abord, il y a peu de gens qui me parlent de ça. Pardon de le rappeler, parce qu'il faut de temps en temps retomber les pieds sur terre. Moi, on me parle plus de la victoire de notre équipe de rugby vendredi que de la composition du gouvernement. Mais les gens, ils vous disent, Aujourd'hui, ils vous disent quoi? Ils vous disent on a un certain nombre de questions qui chamboulent. Mais personne ne leur a tendu la main, si je peux me permettre. C'est-à-dire, ils ont beau dire nous n'acceptons aucun poste, personne ne leur a tendu la main. Non, bah écoutez, vous n'allez pas vous faire l'avocat de gens qui veulent pas. Je ne me fais l'avocat de personne. Je note simplement que vous dites ils n'ont pas voulu, mais je dis personne ne leur a proposé. Attendez, j'ai renvoyé dos à dos. Les uns ne proposent pas et ils ne veulent pas. Bonjour les responsabilités. Bonjour les responsabilités partagées. Une pause et on revient dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. À tout de suite. Et du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, Robert Ménard pour commenter cette nouvelle équipe gouvernementale qui a plusieurs priorités. Une des priorités, vous le dites, Robert Ménard, c'est l'insécurité en France. Et d'ailleurs, je cite ce sondage CSA pour CNews Europe 1 LJDD qui sort aujourd'hui. 82% des Français veulent le retour des peines planchées. On va y revenir. L'urgence, c'est bien sûr d'adopter le budget laissé par l'équipe précédente à Antoine Armand, nouveau ministre de l'économie, qui, dans le JDD ce matin, dit exclure d'office certains prélèvements exceptionnels et ciblés ne serait pas responsable vu l'état des finances publiques françaises. Bon, il y aura des hausses d'impôts. Mais bien sûr, mais tout le monde le sait. Moi, la seule chose que je demande déjà à ce gouvernement, c'est dire la vérité. Arrêtez de nous raconter des cracks. On a besoin d'une espèce, l'expression n'est pas de moi, mais je l'ai trouvé juste, d'une cure de réalité. On arrête de se raconter tous des histoires. On arrête de se faire des guerres de religion. Comme si aujourd'hui tu es à la tête de l'État, bien sûr qu'il va y avoir des hausses d'impôts. Bien sûr, alors il faut voir qui les a. Mais dire, il faut être dans l'opposition pour dire on ne va pas augmenter les impôts. Aucun impôt, mais c'est pas vrai, tu vas en augmenter un certain nombre. Vous êtes favorable à quelle hausse d'impôt du coup? Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont moins souffert que d'autres des situations présentes. Il y a des entreprises qui ont sorti, qui gagnent plus d'argent en réalité, en raison même de la crise énergétique et tout, et que ces gens-là, à un moment donné, ils peuvent faire un effort. Enfin, attendez, comment vous voulez faire? Il faut faire des économies, mais il faut aussi qu'un certain nombre de gens, de façon transitoire, payent plus d'impôts. Tous ceux qui vous disent le contraire, ils vous racontent des mensonges. Vous n'avez pas peur que le transitoire il devienne définitif comme à chaque fois? Oui, attendez, j'espère qu'on va avoir, je vous le disais, des gens qui nous diront la réalité, la vérité, qui nous diront on augmente pour telle durée et qui ne continuent pas à le faire. Oui, bien sûr, je le crains, mais aujourd'hui, comment vous bouclez le budget? Combien c'était? 5,6, madame, vous connaissez mieux que moi les chiffres, le déficit. Ouais, 6%. Voilà, il va être 6%, peut-être un peu plus et tout. Qu'est-ce que vous faites? Moi, quand je suis maire, quand je dépense de l'argent, qu'est-ce que je fais? Ou tu augmentes les impôts, ou quoi? Ou tu augmentes la dette, ou tu dépenses point. Il faut faire les trois. Vous ne pensez pas qu'il faut qu'on change aussi un peu cette culture en France de il y a un problème, on augmente les impôts? Est-ce qu'il ne faut pas diminuer les dépenses? Vous avez entendu, moi, je vais parler des agriculteurs parce que c'est mes potes. Moi, je suis dans une région viticole. Mais vous avez entendu les réactions des professionnels de l'agriculture. Immédiatement, ils demandent de l'argent. Tout le monde. On est dans un pays qui est biberonné à la subvention. Mais tout le monde, attendez, c'est pas que les syndicats. Pardon. Mais c'est encourager la chose. Mais attendez, les patrons aussi. Vous êtes aux Échos, mais les patrons, moi je les vois, c'est la même. Ils sont, tout le monde vient. Moi, quand on tape à ma porte, attendez, je suis maire d'une ville de 80 000 habitants, c'est pour me demander de l'argent. Quand tu es ministre, j'imagine que tu n'as même pas besoin que la personne
ouvre la bouche pour savoir qu'il va commencer à te demander de l'argent. Oui, bien sûr qu'il faut rompre avec ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un gouvernement qui a la marge de manœuvre suffisante ? Non. Non. Aujourd'hui, on est dans un gouvernement... Attendez, il va avoir au-dessus de lui Emmanuel Macron, qui quand même doit ronger son frein tous les matins à l'idée de ne pas être complètement au centre de tout. Il a une Assemblée nationale qui est quand même un jeu de quilles où toi, tu es une des quilles et tout le monde rêve de te renverser. Où tu as à l'intérieur des gens qui n'ont pas évidemment tous le même avis. Et il a eu raison. Bon point pour lui, il n'y a personne qui est normalement en position d'être candidat aux prochaines présidentielles dans le gouvernement. Ils sont tous à l'Assemblée. Ouais, mais voilà, donc il va avoir ça. Et au milieu de ça, moi je lui souhaite bonne chance. Juste un mot. Et si on faisait un truc tout con ? Si on lui laissait un peu de temps ? Juste, tout à l'heure, vous avez vu dans le micro-trottoir, il y a un monsieur qui disait juste un peu de temps. Si on arrêtait de mettre en question, en doute ce qu'il va faire. Laissons-leur un peu de temps. On va voir. Si c'est pas bien, vous le direz, je le dirai. Après, on peut donner des directives aussi. Mathieu Bocoté. Non, au-delà des directives, je dirais même au-delà, il y a des analyses. Est-ce que vous considérez que la France aujourd'hui, qui est de la vie générale le pays le plus imposé d'Europe, avec les charges fiscales les plus lourdes, vous considérez qu'il y a encore de la place pour l'augmentation des impôts? Il y a, d'une manière ou de l'autre, il y a moyen d'augmenter la pression fiscale. Non, champion des prélèvements obligatoires. Je l'ai remarqué, vous savez, personne ne l'a pas remarqué. Je le redis pour ceux qui ne sauraient pas. Je dis aujourd'hui, si on veut faire des économies, si par exemple, moi je prends des trucs que je connais, si les arrêts maladie, vous avez vu, ils ont explosé les arrêts maladie. Si on veut diminuer ça, c'est-à-dire être plus draconien, par exemple dans le public, faire qu'il y a 3 jours non payés, comme dans le privé, je vous rappelle que c'est 1 jour dans le public et 3 jours. Si on prend des mesures qui seront impopulaires, moi, si je dis ça, moi, il y a 2800 personnes qui travaillent entre la ville et l'agglo, pas sous mon autorité, mais pour la ville et l'agglomération, 2800 personnes. Si je leur dis ça, le mec, il te saute au cou quand même, tu vois, il n'a pas envie. Si tu veux faire passer cette pilule-là, il faut, de l'autre côté, qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas ces problèmes-là, à un moment donné, aident. Donc, si je comprends bien, il faut augmenter leurs impôts, au moins pour des raisons économiques, que pour envoyer le symbole moral que paye encore plus. Tu peux pas. Aujourd'hui, il va falloir faire des économies. On parlait d'immigration tout à l'heure. L'aide médicale d'État, c'est quoi 1,7 milliard à peu près 1,3 milliard. 1,3 milliard, voilà, autant pour moi. 1,3 milliard, je vous crois, sur tous les chiffres, les échos, c'est la Bible, donc je ne vais pas commencer à discuter. 1,3 milliard. Il ne s'agit pas de supprimer l'aide médicale d'État. Les gens qui vous disent ça, c'est une bêtise éhontée. Qu'est-ce qu'il faut en faire alors de l'aide médicale d'État ? Il faut la diminuer. Il y a un certain nombre de frais médicaux qui sont pris en charge qui ne devraient pas l'être encore aujourd'hui. Comme quoi ? Comment ? Dans les frais médicaux. Je vous donne le décollement des oreilles. Ah, là, ça vous embouche un coin. Là, d'un coup, vous n'imaginiez pas. Eh oui, mes amis journalistes, ça fait partie de l'aide médicale d'État aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est important. Je dis qu'il y a des choses comme ça, je pourrais vous en citer d'autres, qui sont où on peut faire des économies. Il ne s'agit pas de tout supprimer, il s'agit de... Au fond de quoi ? Non, mais c'est intéressant de discuter avec vous, parce que d'abord, vous commencez par les énergéticiens, parce que ça, c'est un peu la porte ouverte. LFI dit la même chose, d'ailleurs. Il faut prendre aux plus riches. Et puis après, vous dites, il y a quand même aussi, et c'est ce que dit d'une certaine manière aussi le RN, il y a des gens qui sont d'une certaine manière trop aidés, et peut-être justement certaines personnes issues de l'immigration. Et là, il faut peut-être avoir un levier. Et pourquoi on ne dirait pas les deux ? Non, mais attendez, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres portes que juste les énergéticiens qui sont les premiers à prendre à chaque fois qu'on a besoin de monter les impôts. Tu es à gauche, tu tapes sur les mecs qui ont du fric. Voilà. Tu es à droite, tu tapes, tu commences par taper sur tous les mecs qui l'assistanat et tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre l'un et l'autre ? C'est le en même temps à la Robert Ménard. Voilà. Mais non, c'est pas en même temps. Un peu quand même. On dirait que vous êtes dans une position d'équilibre, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, l'un et l'autre. Et non, parce que fondamentalement, la culture de la dépense excessive en France. Figurez-vous que je ne pense pas avoir raison sur tout. Figurez-vous que j'imagine qu'à gauche, il y a des gens qui ont raison. J'imagine qu'à droite, il y a des gens qui ont raison. Bien sûr. La vérité est bien partagée en ce monde, l'erreur aussi. Mais une fois que c'est dit, est-ce qu'il y a en France un problème de dépenses publiques ? Je sais, ça fait recette de grand-mère. Mais je pense que le bon sens et les grands-mères, elles ne se trompent pas toujours, monsieur. Et je pense que de temps en temps, si on quittait le débat idéologique et qu'on se prenait une ou deux questions, une après l'autre, peut-être qu'on les traiterait. Je pense même, regardez sur l'immigration, vous écrivez beaucoup sur l'immigration, et vous avez raison, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Moi, dans ma ville, c'est un vrai problème. Qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais vous savez pourquoi, en partie, on n'arrive pas à le résoudre ? Parce que les
les propositions, quand elles sont émises, par exemple, par le Rassemblement national, même s'il a raison sur telle ou telle proposition, le fait même qu'elles viennent du Rassemblement national, tu as la moitié du reste de la France qui saute au plafond. Moi, je rêve de gens qui ne soient pas encartés au Rassemblement national, mais qui aient le courage, et moi, le courage ou la lucidité ou le bon sens de dire, voilà, sur ça, ils ont raison. Bien sûr qu'il faut faire des économies. Et ça sera le cas pour Bruno Retailleau, par exemple, qui pourra prendre des mesures et qui ne sera pas, qui n'est pas encarté Rassemblement national. C'est ce que vous comptez là-dessus, peut-être, pour ce nouveau gouvernement. J'espère que ce qu'il a dit depuis des années, que j'ai envie d'applaudir, que j'applaudis, j'espère qu'il ne va pas changer d'avis, vous avez compris, une fois qu'ils sont au gouvernement. Parce que les Républicains... Non, mais vous avez raison de faire cette tête-là. Non, je ne fais pas de tête. Mais non, mais vous avez raison. Parce que les Républicains... je veux dire, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, moi non plus, je ne suis pas un perdreau de l'année, vous êtes plus jeune que moi, mais on a quand même en mémoire ce que les Républicains ont fait quand ils sont arrivés au gouvernement. Ils n'ont pas été tout le temps d'une constance absolue, et comme les autres, ils ont fait des choses où ils sont revenus sur des engagements qu'ils avaient pris. Moi, je demande juste ça, qu'on s'en tienne à quelques propositions. C'est ce que j'attends. Ce que j'attends du Premier ministre, c'est que dans son discours à l'Assemblée nationale, ils disent pas, vous savez, ces phrases, il faut traiter, j'en sais pas, l'immigration avec rigueur et humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a déjà dit il y a quelques jours. Non, mais je sais, je suis de votre côté. C'est bien parce que je le sais qu'il a dit ça que je prends cet exemple-là. D'accord, mais puisque vous en disiez tant de bien, je me permettais de vous rappeler que ce que vous redoutez, il l'a déjà dit. Simple souci. Rappel de méthode. Vous avez raison. C'est pour ça que je sais la rigueur qui est la vôtre. J'espère qu'il va plus me dire ça et qu'il va nous dire, par exemple, sur telle ou telle question, le regroupement familial. Moi, on sait tous ce que c'est. Le regroupement familial, le fond, c'est légitime. Tu peux pas priver une famille du reste de la famille. Mais enfin, c'est absolument la meilleure façon durable. Et c'est surtout un regroupement familial qui, maintenant, vous savez qu'avec les macronistes, vous avez, par exemple, les frères, les sœurs qui peuvent venir. C'était pas le cas avant. Voilà, là-dessus, on pourrait revenir là-dessus. On fait pas un débat sur la totalité de l'immigration. On prend un certain nombre de mesures, j'espère qu'il va faire ça, un certain nombre de mesures en disant, voilà, écoutez, moi, je vais pas changer le monde, mais ça, je vais le changer. Sur l'aide médicale d'État, je vais faire ça. Sur l'insécurité, je vais donner un peu plus de pouvoir à la police, aux polices municipales parce que c'est eux qui sont en première ligne. Vous avez compris. Sur les impôts, écoutez, je ne vais pas vous prendre pour des imbéciles, on va faire telle augmentation, mais tout le monde va devoir faire un effort. Voilà une cure de réalisme. Une cure de réalisme, on y revient, on parle justement d'immigration et d'insécurité dans un instant avec Robert Ménard. A tout de suite sur CNews et Europe. Retour sur le plateau de CNews et d'Europe 1 pour le grand rendez-vous avec Robert Ménard. Je rappelle le sondage CSA de ce matin pour CNews Europe 1 et le journal du dimanche. 82% des Français veulent le rétablissement des peines planchées. J'y ajoute un sondage d'il y a 2 semaines, également CSA pour Europe 1 CNews. 84% des Français estimaient que la sécurité était leur sujet numéro 1. D'abord, est-ce que vous pensez que la future équipe gouvernementale va satisfaire ce désir de vivre en sécurité et ensuite, par quel moyen? Est-ce que c'est juste une question de volonté politique? Honnêtement, je pourrais vous dire oui, c'est pas vrai. C'est en partie ça, et puis c'est d'un compliqué. Attendez, on va arrêter je vais vous raconter. Les refus d'obtempérer. 25 000 par an. Ouais. Vous avez remarqué que je ne suis pas un maire cool ni laxiste. Moi, j'ai multiplié par 3 ou 4 le nombre de policiers municipaux. La police nationale, chez moi, elle ne fait carrément plus de refus d'obtempérer. Tellement, et là, c'est là où il y a la volonté politique, mais où c'est compliqué, autant ils ont peur d'être mis en cause, eux, avant même le petit con qui n'a pas respecté leurs consignes. Mais ma police municipale, attendez, c'est des gens adorables que j'aime, qu'on a choisis et tout ça, mais ils ne veulent plus. Ils me disent, monsieur le maire, attendez, vous plaisantez. Vous voyez, s'il y a un accident, enfin, mettez-vous à leur place, peut-être sur les principes. Si tu as un accident, attendez, nous, on sait que tout un tas de gens vont, y compris une partie de la classe politique, elle va d'abord montrer le policier avant de montrer le type qui aura eu, où ça se sera mal passé, mais qui aura commencé par une infraction. Mais moi, je les comprends. Je les comprends. Mais c'était le cas de l'affaire de Noël à Nanterre. Et vous avez vu les derniers développements dans le JD News de William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et finalement, ce n'est
plus du tout la même histoire. Mais attendez, bien sûr, mais spontanément, il y a tout un tas de gens, spontanément, alors ici ça tombe mal, si j'ose dire, il y a tout un tas de médias qui commencent par applaudir le petit crépin, le petit salaud, le petit malfaiteur qui a commencé par fuir. Là, en l'occurrence, pour Naël, c'était même le président de la République qui était en déplacement à Marseille et qui avait dit que c'était un acte inexcusable. Ouais, et il y avait un grand joueur de football qui disait « on a perdu trop tôt un petit ange ». Vous voyez de qui je veux parler, le petit ange parti trop tôt. Mbappé. Kylian Mbappé. Voilà, non mais vous rendez compte. Et comment on règle ça? D'abord, je le redis parce que je le dis tout le temps, je suis persuadé de ça. Il faut des prisons, des places de prison. Moi, je connais des magistrats qui ne peuvent pas mettre en prison les gens parce qu'il n'y a pas de place de prison. Et pardon, pour dire que c'est plus compliqué que vous le dites. Et les maires comme moi qui refusent qu'on fasse des prisons, y compris, monsieur, des maires de droite ou de ce qu'on appelle l'extrême droite. Je refuse d'appeler ça comme ça. Et les centres de rétention administratif, si tu veux virer plus de gens qui font l'objet d'une OQTF, qui sont des voyous étrangers qui doivent retourner chez eux. S'il n'y a pas un centre de rétention administrative, on n'y arrive pas. Je vais vous donner un exemple. Non, pour aller dans votre jardin. Pas un maire du Rassemblement national questionné sur ça, est-ce que vous accepteriez un centre de rétention administrative chez vous, a dit oui. Ils ont tous dit non. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas populaire, monsieur. Moi, j'ai accepté d'en faire un. Les gens du quartier, vous croyez qu'ils sont contents quand vous leur dites, parce que les mecs qui sont dans leur centre de rétention administrative, c'est quand même plutôt des voyous que vous. Pardon, vous n'avez pas beaucoup de mal à l'imaginer. Et vous croyez que vous habitez là. Puis qu'est-ce qu'ils me disent à juste raison? Ils disent, oui, mais si vous mettez ça, mon bien à moi, ma maison que j'ai mis toute ma vie à acheter, elle va perdre de la valeur. C'est plus facile de dire non donc que de dire... Donc c'est une question d'argent. Mais c'est une question. Mais vous feriez pareil, vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Moi, je connais plein de gens qui ont le cœur sur la main. Et quand vous le dites, ah, mais on va mettre des logements sociaux à côté de chez toi. Quoi? Les logements? Ah, mais je suis pour les logements sociaux, mais pas à côté de la maison. C'est ça la réalité. Et ça vise. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas que de la politique comme ça, c'est pas que des choix politiques. Ça n'est pas que de la volonté politique. Mais justement, ça vise des gens de gauche comme de droite. Vous savez, les leçons de morale sur ce terrain-là, il faut faire attention. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, dans ma ville, il y a des écoles où il y a 90% d'enfants issus d'immigration. Des écoles, je parle des écoles, parce que moi, je suis responsable des écoles. Moi, j'ai vu des gens me dire... Comment, monsieur le maire, vous montrez du doigt cette situation et tout? Je leur dis oui, parce que pour les gosses eux-mêmes, ceux-là, issus de l'immigration, c'est pas bien. Leurs mamans me le disent. Ils me disent, il faudrait qu'il y ait un peu plus de Français. Vous avez compris, ils sont Français. Tout le monde a compris, donc ils veulent des gens qui soient des natifs, comme on dit. Je sais plus quel mot employer, tellement ça devient compliqué. Ils me disent ça. Des Français de souche. Ouais, voilà. Non, mais ça, vous dites ça, vous êtes d'extrême droite. Alors il faut faire attention à ce qu'on dit. Je plaisante. Des gens, vous savez ce que j'ai fait une fois dans un conseil municipal? Je suis arrivé avec la liasse des demandes, vous savez, de dérogation scolaire, parce que ça passe par moi, la dérogation scolaire. C'est-à-dire des gens qui passaient leur temps à me faire la morale en me disant « Ah, c'est pas bien de dire que dans cette école, il y a 90% d'enfants issus de l'immigration », mais qui faisaient en sorte que leurs enfants n'aillent pas dans ces écoles-là. Oui, mais on pourrait inverser, mais je le dis dans les deux sens. Un instant, je donne l'exemple. La situation collective que vous présentez est un peu le résultat des choix politiques des dernières décennies. Est-ce qu'on peut reprocher ensuite à un parent individuellement de ne pas vouloir assumer les conséquences du désastre politique en voulant sauver son enfant, entre guillemets? Mais je vous ai jamais dit ça. Mais moi, j'ai donc c'est pas manquer de sens de responsabilité. Mais ma fille, je l'ai mis dans une école privée. Je vais pas vous faire un dessin. Je ne donne jamais de leçons morales. Je n'en fais jamais. Et je n'aime pas qu'on m'en fasse. J'ai jamais dit ça. Moi, je reproche pas aux gens de faire un choix. Attendez, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour vous que vos enfants? Qu'est-ce qui passe avant vos enfants et avant la femme que vous aimez? Personne. Et vous, l'homme que vous aimez, personne. Je leur fais pas le reproche. Je ne supporte pas qu'on me fasse ce reproche-là, alors que dans sa vie quotidienne, on fait d'autres choix. Je ne supporte pas les moralistes à 4 balles. Les politiques ont des responsabilités que les parents n'ont pas. Oui, mais attendez. Les parents n'ont-ils pas... Imaginez que la situation se déglingue. Est-ce que la responsabilité des parents, ce n'est pas de faire ce qu'ils peuvent pour sauver leur marmaille en leur disant, je vais quand même pas leur infliger ça par esprit de solidarité? Mais je vous ai pas dit ça.
Je vous ai dit que ces hommes politiques, ils ont aussi des enfants et ils font exactement comme les autres, ils les mettent à l'endroit où ils pensent que c'est le mieux pour eux, et je ne leur reproche pas, mais alors qu'ils viennent pas me faire une leçon de morale en me disant « Ah mais c'est très bien qu'il y ait 90% d'enfants issus de l'immigration dans une école ». C'est ça que j'essaye de vous dire, uniquement ça. Je ne supporte plus ce double langage, je ne supporte plus les leçons de morale quand on ne se les applique pas. Vous notez que c'est plus à gauche qu'à droite, non? De quoi? Ceux qui se réjouissent d'avoir 90% dans une école, c'est plus à gauche qu'à droite, bien sûr, les donneurs de leçons de tous les matins, c'est la gauche. Les donneurs de leçons sur la liberté d'expression, c'est la gauche. Enfin, attends, ils nous passent leur vie à nous faire de la moraline à 4 balles. Bon, on va voir ce que fait Madame Jeunetet pour l'éducation nationale. Je voudrais revenir sur la justice. 82% des Français veulent le rétablissement des peines planchées. Vous aussi. Mais bien sûr. Attendez, comment vous expliquez à quelqu'un, mais moi je suis confronté à des faits divers comme ça, quelqu'un qui a été condamné, j'ai en mémoire un exemple, chez moi, je prends les exemples que je connais le mieux, je sais pas, plus de 25 fois, ou entre 20 et 30 fois, c'est pas tout à fait rien, condamné à 20. Le mec, il est là, en liberté. Enfin, comment vous l'expliquez aux gens? Il a été encore condamné pour des délits répétitifs et tout, et il n'est pas en prison de façon sérieuse. Mais attendez, vous disiez sur les hommes politiques, mais on perd toute crédibilité. Mais même moi, je le perds. Culturel aussi là-dedans. J'entends quelque chose de culturel au sens suivant, non pas d'une culture particulière, mais dans certains quartiers, le refus d'obtempérer est presque un rituel initiatique. Ce n'est pas l'oubli de l'autorité, c'est défier l'autorité pour s'imposer soi-même comme petit caïd. Mais tout le monde s'en bat l'œil de la police, c'est ça le problème. Moi, je vois des... Donc l'autorité, ça n'existe plus dans le pays. Je vais vous raconter... Non, mais je vous pose la question avant que vous me racontiez. Mais bien sûr, non, mais je vous donne des exemples, parce que peut-être c'est des travers de journalistes, des exemples pour pas que ce soit un discours en l'air. Moi, je vois des petits cons, et des filles, pardon, donc je vais pas dire un vilain mot, des petits cons. Ils parlent à peine français. Je les prends par le collet, je ne devrais pas le faire, vous avez raison, il ne faut plus faire ce genre de choses. Je ne vous ai pas contredit. Dans la rue, le seul mot qu'il m'envoie, mineur, il connaît rien, sauf qu'il connaît ce mot-là. Donc il connaît le droit et le fait que oui, il a moins de 13 ans et que ça va être compliqué. Attendez, il y a 10 ans, quand je suis devenu maire, j'ai voulu mettre en place un système de couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans après 11 heures du soir. Parce que quand tu as 8 ans... Oui, attendez, j'ai été condamné par la Ligue des droits de l'homme. Alors maintenant, je l'ai remis en place. Vous l'avez remis en place? Comment? Vous l'avez remis en place? Oui, mais je l'ai remis. Mais j'ai été condamné. Vous entendez un truc? Tout le monde était d'accord. T'as 9 ans, tu sors pas tout seul à 2 heures du matin dans une rue. Pas seulement parce qu'un certain nombre sont dangereux, mais parce que c'est dangereux pour toi, pour le gosse en question. Je leur dis, mais comment vous aimez pas vos enfants? Vous aimez pas vos enfants? Et là, on l'a remis en place, monsieur. D'abord parce que le gouvernement, il a changé quand même là-dessus, et que surtout, la Ligue des droits de l'homme a perdu. Une nouvelle pause dans le grand rendez-vous, et Robert Ménard revient dans un instant avec nous. À tout de suite. C'est quoi avec Robert Ménard? On va parler dans un instant de la situation au Proche-Orient avec ces attaques d'Israël spectaculaires sur le mouvement terroriste Hezbollah. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur quelque chose qui se passe chez vous, à Béziers. Où est-ce qu'on en est de cet homme que vous avez refusé de marier parce qu'il était sous OQTF? Mais je vais être poursuivi, j'ai été entendu et je vais être condamné. C'est quand même dingue. Vous disiez sur le bon sens. Donc c'est toujours pas réglé Mais ce sera pas réglé. J'ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire légalement. Mais enfin, attendez. Un type se présente, un monsieur se présente. Il arrive pour se marier. Moi, je ne vais pas les enquêter. Il nous dit de lui-même qu'il a eu des problèmes avec la police, de vol et de vol avec violence, et qu'il est sous une obligation de quitter le territoire. Et il me demande de le marier. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous dites non. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est un acte légal, c'est un acte administratif qui a une valeur. En plus, c'est le meilleur moyen pour rendre encore plus compliqué le fait de l'expulser un jour. J'ai dit non. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur, j'ai appelé le ministre de la Justice, j'ai appelé le préfet, le sous-préfet, en leur disant, mais attendez, il est une obligation de quitter le territoire. C'est obligation de quitter le territoire. Vous ne le trouvez pas, mais c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ah mais non, monsieur le maire, vous pouvez pas. Le mariage, c'est ça dans la déclaration, pas la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est garanti. Vous pouvez vous opposer dans aucun cas à un mariage. C'est un droit humain, un droit. J'ai dit mais vous foutez de moi. Je le marierai pas. Je ne le marie.
Alors, ils ont tous été, je me rappelle, les ministres et tout, je les ai eus, je dois parler directement avec eux. Ils étaient tous catastrophés. Je dis, alors je vais moi être condamné parce qu'un type qui devrait être expulsé de ce pays est dans ce pays. Heureusement, je tombe sur un préfet après qui l'a foutu dehors, Hugues Moutou, Saint-Hugues Moutou, vous savez, c'est lui qui avait dit de gifler au lit, là, il l'a foutu dehors et tout ça. Mais enfin, c'est à tomber à l'envers. Je m'ai retrouvé devant un tribunal pour m'expliquer tout ça. Mais attendez, dans ma ville, 90% des gens sont d'accord avec moi, même de gauche, de droite, personne ne comprend ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si on réglait des petits problèmes comme ça, c'est ça que les gens comprennent pas. Mais est-ce qu'un ministère de l'immigration, puisqu'il en a été question, puis finalement ça n'a pas été le cas, est-ce que ça aurait réglé, en l'occurrence, cette histoire? Mais non, ça change rien. Moi, je demande pas un ministère de l'immigration, je demande juste qu'on applique la loi dans un certain nombre de cas, qu'on ait le courage de l'appliquer et de prendre un certain nombre de mesures ponctuelles sur un truc comme ça. Attendez, je suis pas le seul. Moi, je plaide pas que pour moi, je plaide pour plein de maires qui, eux, à un moment donné, ont marié parce que, attendez, vous savez qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez 5 ans de prison, 70 000 euros d'amende et la destitution. Mais il y a plein de maires qui se disent, moi, j'ai la chance d'être ici et d'en parler. Il y a plein de maires qui vont dire, mais attends, tu rigoles, j'ai pas envie de plus être maire parce que j'ai fait ça. Voilà, c'est pas le bout du monde, mais c'est un peu de morale. Mais diriez-vous que c'est un procès politique contre vous, en quelque sorte? Non, c'est un procès de la connerie des droits de l'homme. Attendez, je viens de là. Moi, je viens toute ma vie, je l'ai fait comme patron de Reporters sans frontières. Les droits de l'homme. Mais quand les droits de l'homme se renversent, se transforment en un ennemi des gens, du quotidien des gens, on oublie les droits de l'homme. On les oublie 5 minutes. Quand les droits de l'homme, ça consiste à faire le malheur d'un certain nombre de gens. C'est une forme de perversion, les droits de l'homme, à vous entendre. Mais bien sûr. Attendez, vous ne vous posez pas la question, comment... Moi, chez moi, l'État finance la CIMAD. La CIMAD. Voilà, une idée. On arrête de financer la CIMAD. On finance la CIMAD, c'est l'État qui finance la CIMAD. La CIMAD qui s'était opposée à l'expulsion de la famille Mogouchkov. Attendez, qui sont qui est à chaque l'origine fois pour contourner la loi. Ils sont payés par l'État pour contourner les lois. Mais l'État finance ceux qui cherchent à le paralyser. Attendez, mais tu te dis, mais vous tu êtes tombes pour sur la tête. interdire le financement de certaines associations? Bien sûr, et je viens de là. Alors moi, on ne peut pas m'accuser de ne pas connaître les droits de l'homme et les associations. J'ai passé ma vie dans cette ère-là. Mais attendez, la CIMAD, c'est un danger public. Parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu vois après des gens qui auraient dû être expulsés. La CIMAD et d'autres, je passe à la CIMAD parce que je me les paye tous les jours. La CIMAD, et oui, c'est comme ça, je suis maire et je les ai en face de moi, qui font tout pour contourner la loi, qui gardent des gens quand on devrait les mettre dehors et tout. Avec votre argent, avec notre argent. Voilà, moi je ne demande pas plus que ça. Robert Ménard, si déjà on faisait ça. On a peu de temps, je sais que vous avez été particulièrement bouleversé par le courage de Gisèle Pellicot au procès de son mari qui l'a violée, qui a demandé à d'autres de faire de même pendant des années. Vous vouliez dire un mot là-dessus? Oui, parce que je trouve, enfin en même temps je ne suis pas le procès, mais je trouvais tellement courageux de la part de cette dame de faire que ce soit un procès public. Qu'elle ne demande pas le huis clos. Ouais. Voilà, qu'elle ne demande pas. Et que le président du tribunal, peut-être qu'il a des raisons que je ne connais pas, le refuse, vous savez, par rapport à un certain nombre de vidéos, contre son avis à elle-même. Honnêtement, pour le moins, je m'en étonne. La deuxième chose, j'ai entendu des propos d'une dame avocate. Vous avez vu? Enfin, je suppose que vous l'avez diffusé sur cette antenne. Mais attendez, et le tact, et la délicatesse, ça n'existe pas. Tu es avocat, tu es obligé de parler des gens comme tu en parles, de t'exprimer comme tu t'en parles. C'est quand même un truc dramatique, vous ne trouvez pas? Tu pèses tes mots dans des cas comme ça. Dire que la polémique, on la fasse sur des questions politiques, mais là, on touche à un truc qui nous bouleverse tous. Et vous voyez, vous disiez, je fais du en même temps, parce que je donne raison aux uns aux autres. Je sais que c'est une formule de votre part, mais Manon Aubry, quand elle dit, moi c'est pas ma tasse de thé, Manon Aubry, mais quand elle dit une relation sexuelle sans consentement, c'est du viol, elle a raison. Basta, point, elle a raison. Et on ne trouve pas, c'est ça que je supporte pas chez les politiques, vous savez, elle a raison, on arrête, elle a raison, surtout, bravo à ce qu'elle a dit. Et tout le temps, la classe politique te dira, ah oui, mais tu sais qu'on arrête avec les mais-que. On peut juste un jour dire, je suis pas d'accord avec vous, vous avez raison, c'est tout. On arrête et je ne vous trouve pas, vous savez, le si, le que, l'histoire qui fait que tu ne veux pas complètement donner raison aux gens. Il y en a marre de ça, il y en a marre. Et il faut, voilà. Et moi, je suis ébahi du courage. Mais si je vous disais que
pour les 10 000 prochaines années, la politique va continuer telle qu'on la connaît davantage que telle que vous la souhaitez. Vous êtes d'accord? Oui, mais moi, attends, sinon j'arrête de faire de la politique, jeune homme. Non, non, je dis pas ça. Je dis simplement Attendez, que moi, si vous attendez pour faire de la politique, de miser sur la bonne foi des uns et des autres, vous risquez d'être déçus. J'essaye de le faire. Je rêve qu'on y arrive. Sinon, attendez, vous savez ce que c'est de faire de la politique? C'est comme un truc, t'en prends plein la gueule. Enfin, j'exagère, il y a des gens qui ont des vies bien plus difficiles, mais c'est pas tous les matins un sourire. Alors, si tu le fais, la politique, et moi j'en fais tous les jours, comme maire et ici avec vous, c'est parce que j'espère changer 2 ou 3 trucs. Sinon, écoutez, je sais pas, moi je retourne à l'apiculture, j'étais apiculteur avant d'être journaliste. Clémence Lemestre. Oui, on peut... pardon. On a parlé de l'histoire de Mazan. Là, l'histoire, c'est peut-être d'avancer et de continuer et de parler de ce qui se passe en Israël. Coup sur coup, cette semaine, le Hezbollah, le mouvement donc financé par l'Iran, ennemi juré d'Israël, a été la cible de spectaculaires attaques. Des appareils de transmission, des beepers, des talkie-walkie utilisés par des membres du Hezbollah ont explosé dans la banlieue sud de Beyrouth. Vendredi, il y a une nouvelle frappe de l'armée israélienne près de Beyrouth qui a visé 2 chefs militaires du Hezbollah, mais qui a fait aussi 45 morts. Est-ce que vous craignez un embrasement de la région? D'abord, je suis content. Content de quoi? De la raclée que Israël, parce qu'on ne va pas jouer sur les mots, enfin, je ne vois pas qui d'autre l'a fait, vient de faire au Hezbollah. C'est chaque année dans ma ville, je ne sais pas si ça existe ailleurs, je commémore, vous savez, l'attentat du Drakkar. Vous vous rappelez, 1983. Je crois que c'est 56 ou 58 morts français. Le même jour, plus de 250 morts américains. Vous vous rappelez? Qui est derrière ça? Le Hezbollah et l'Iran, madame, comme vous le dites. Et vous croyez que je vais avoir une larme pour les gens du Hezbollah? Oui, j'ai vu qu'il y avait... Pour les terroristes du Hezbollah. Oui, les terroristes du Hezbollah. Est-ce que, bien sûr, je regrette, comme vous tous, j'ai vu qu'il y avait 2 enfants qui ont été tués et tout. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'enfants. Mais attendez, les blessés, l'immense majorité, si j'en crois de vos confrères, c'est d'abord des gens, vous avez raison, précisons-le, des terroristes du Hezbollah. Bonne nouvelle. Vous voyez la morale, là je vais en faire 2 minutes, la morale. Un peu de morale. Que le Hezbollah les paye comme ça. Et en plus, je trouve que pour nos amis israéliens, c'est une bonne nouvelle, parce que quand même, après ce qui s'était passé le 7 octobre, où on s'est demandé comment ils avaient pu passer à côté de la préparation du pogrom du 7 octobre, là, tu vois que quand même, l'État israélien et les services israéliens sont capables de faire des choses que peu de services peuvent faire. Donc c'est une bonne nouvelle. En plus, j'ai appris, je trouvais ça formidable, que comme en plus tous les gens sont allés à l'hôpital et comme les Israéliens pourront avoir une espèce de banque de données encore plus précise des gens du Hezbollah, c'est bien fait. C'est des terroristes, des assassins. Entre le Hezbollah et Israël, moi je ne dis pas, vous savez, comme disent les autres, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin chacun a des torts. Enfin, quand même. Vous avez remarqué qui fait le pogrom du 7 octobre? C'est qui commence? Vous avez vu qu'une experte de l'ONU affirmait cette semaine que la détention d'otages en captivité à Gaza était une forme de traitement inhumain et de torture. Cette dame, c'est Alice Gill Edwards, elle est rapporteure spéciale sur la torture aux Nations Unies. C'est pas commun aux Nations Unies, ce genre de sortie pro-israélienne. Parce que, pardon, les déclarations des Nations Unies depuis le 7 octobre, pour trouver plus d'excuses, parce que ça finit par être ça, à ce qui s'est passé le 7 octobre, ils battent tous les records. Quant à leur, l'acronyme m'échappe toujours, vous savez, les gens qui aident les Palestiniens, comment ils s'appellent? UNRWA. Voilà. UNRWA, ouais. Voilà. Merci de la précision. Enfin, attendez, ça a servi... UNWRA. Voilà, c'est ça. Ça a servi de courroie de transmission au Hezbollah. Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Gaza, vous avez compris, comme patron de Reporters sans frontières. Tu as mon ancienne organisation de Reporters sans frontières qui pleure sur les atteintes à la liberté de la presse par Israël. Mais enfin, parce que sous le Hezbollah, il y avait de la liberté de la presse à Gaza. Non, mais tu te fous du monde ou quoi, tu vois? Mais par exemple, je me permets de reprendre la question de ma collègue. Est-ce que vous redoutez néanmoins quelque chose comme un embrasement? 10 secondes. Bien sûr, je le regrette. Est-ce que pour autant, il faut baisser les bras et dire parce qu'on risque un embrasement, je laisse faire le Hezbollah? Non. Il faut réduire à peu de choses, en cendres, le Hezbollah et le Hamas. Merci beaucoup Robert Ménard d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Très bon dimanche sur nos 2 antennes.